Bonjour à tous chers amis, bienvenue sur Arthur Homines, heureux de vous retrouver aujourd'hui après 2-3 semaines d'absence. J'ai été très occupé sur les plans perso et pro, je vous passe les détails, ce n'est pas forcément très intéressant pour vous. Ce qui compte c'est que je revienne avec ici, vous le voyez, un format un peu différent, un peu simplifié. Vous ne me voyez pas, vous m'entendez. Bon, quelque part ça suffit, on est là pour partager des principes, du fond. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas le temps, voilà, je n'ai pas le temps de faire du montage, de tous les jours de monter pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, voire plus parfois sur des formats plus longs. Surtout que j'ai tendance à parler minimum 20-30 minutes par vidéo. Moi, le format court, 5, même 10 minutes, j'ai beaucoup de mal. On peut pas dire grand-chose, franchement, 5-10 minutes, je trouve. Ça coupe trop le propos. Et donc voilà, à la fin, je me retrouve avec des pièces de contenu trop longues à monter. J'ai pas le temps, j'ai pas l'envie en plus de monter. C'est pas mon job, c'est pas mon métier, c'est pas ma compétence. Enfin bref, ça m'embête. Voilà. Donc je ne veux pas faire ça, je refuse de faire ça maintenant. On va juste partager massivement des audios comme ça, de l'analyse, de la réaction, du résumé de bouquin, de l'actu. Voilà, on arrête avec voilà, la prise de tête sur le contenu, je balance, je balance, je balance. Et aujourd'hui, on va analyser un bout de vidéo de l'émission Sunrise de Nicolas Faure, puisqu'il a invité Julien Rochdy et qu'ils ont parlé entre autres choses de libéralisme et d'antilibéralisme. Je réagirai uniquement à cette partie-là de l'émission qui dure, je crois, plus de 3 heures. Évidemment, on va réagir qu'à 15-20 minutes de cette partie-là, la partie libérale. Puisque voilà, je l'ai vu une première fois pour étudier un peu la chose, le sujet, et c'est évidemment bourré de poncifs, malheureusement, de propos antilibéraux, c'est bardé d'incompréhension. Malheureusement, la droite française, et ils en sont des représentants, donc là plutôt frange identitaire, racialiste, malheureusement la droite n'a pas du tout compris la liberté, n'a pas lu Rothbard, encore moins ses disciples, ses élèves, notamment Hoppe. Voilà, la droite n'est pas à jour sur la liberté, sur la définition, sur les principes libertariens, sur les axiomes. On va en reparler. Et donc voilà, trêve de bavardage, commençons directement la vidéo. C'est parti. On peut discuter de ça à loisir. De toute manière, c'est la grande différence, enfin le grand débat. Est-ce que la droite doit faire sa renaissance idéologique? Est-ce qu'elle doit analyser le monde avec les lunettes des Joseph de Maistre, avec les lunettes même des Maurras, etc., qui sont des grands esprits, qui ont été des esprits magnifiques, voilà. Mais est-ce que le monde n'a pas changé depuis la révolution pétro-industrielle? Et est-ce que refuser le progrès, est-ce que refuser... Alors je dis pas que c'est ton cas, Julien, mais voilà, mais il y a plein de gens qui regardent cette émission qui sont un peu vent debout contre le fait que j'ai plutôt été positif envers le progrès. Est-ce que refuser le progrès, est-ce que refuser le libéralisme, la modernité, est-ce que c'est pas quelque chose qui est daté? Le progrès et la modernité n'ont pas que du bon, et être capable de le dire, c'est être conservateur, c'est être de droite, tout simplement. Alors, premier élément, vous voyez, c'est intéressant, parce qu'un libertarien ne se poserait pas du tout la question de la sorte, forcément. Si je coupe déjà, c'est parce que ça ne va pas. C'est pas une bonne question, si tu veux, Nicolas. C'est pas une bonne question. C'est pas du tout une histoire d'accepter le progrès ou le libéralisme. Le progrès et le libéralisme sont consubstantiels à notre existence. Nous agissons parce que nous souhaitons substituer un état des choses peu satisfaisant par un état qui l'est plus. Ça, c'est la praxéologie de Ludwig von Mises, l'action humaine. Nous agissons parce que nous souhaitons en continu améliorer un état social, ce qui va de pair avec un état économique. L'économie s'intéresse à tout. Je passe sur ça, sinon ça va être trop long, mais on n'échappe pas à l'économie, ça n'existe pas, puisque toute action, tout échange est d'ordre économique. Bon, je vais un peu vite sur ça. En tout cas, c'est pas du tout une bonne manière d'aborder les choses. C'est pas une question d'accepter, de borner, de rejeter ceci, d'accepter cela, libéralisme un petit peu, des limites ici, on accepte cela. C'est pas la question. C'est pas du tout la question. Dès qu'on commence comme ça, on démontre qu'on n'a pas compris l'action humaine et surtout, on va se révéler plus tard forcément utilitariste. Et ces gens souhaitent évidemment accéder au pouvoir pour mettre en place leur agenda et vous imposer leurs trucs. Ils veulent, comme tous les autres, vous imposer leurs trucs. Des trucs de droite, bien sûr. D'accord? Peut-être que vous me direz, oui, mais c'est mieux que la gauche. D'accord, mais ça reste extrêmement court-termiste. C'est extrêmement court-termiste.
tant qu'on reste démocrate, utilitariste, même relativement libéral, parce que par exemple Nicolas l'est quand même un peu plus que Rochdy et un peu plus que la moyenne française, on va dire, surtout à droite. Voilà, bien sûr, je ne dis pas le contraire. Néanmoins, c'est de la très courte vue. C'est encore penser horizon 5 ans, d'accord, le temps d'un mandat. C'est pas intéressant du tout. Il faut avoir une analyse structurelle. Il faut analyser l'État, son anatomie, disait Rothbard, l'anatomie de l'État. Murray Rothbard, le bouquin a déjà des dizaines et des dizaines d'années. Il serait bon que la droite se mette enfin à lire Rothbard. Donc je ne me pose pas du tout la question en ces termes, accepter le progrès, accepter le libéralisme, évidemment, c'est consubstantiel à l'existence, c'est pas qu'on accepte, c'est que ça existe de toute façon. Nous agissons déjà comme si nous étions libres en permanence. Donc c'est pas que j'accepte ou pas, c'est que c'est là. C'est tout, c'est là. Alors bien sûr, je sais pourquoi ils disent ça. Dans leur tête, il y a la liberté au sens social, ou même plutôt civil, enfin les libertés civiles, donc de mœurs, de culture, et il y a la liberté économique. Je sais très bien, je sais comment ces gens séparent le monde. Sauf que nous ne faisons jamais ça. Nous ne parlons jamais de liberté économique, de liberté civile ou sociétale ou que sais-je. Jamais. Nous parlons de liberté tout court et j'aurai l'occasion d'en reparler. En tout cas, notez une première chose, voilà par rapport à ce premier extrait. Mauvaise approche, approche démocrato-utilitariste et vaguement libérale. Parce que je sais quand même que Nicolas accepte une part de libéralisme, mais accepter une part de libéralisme, c'est encore être incohérent, c'est encore imaginer qu'il faille le borner, c'est encore imaginer que l'autorité de l'État, que l'interférence de l'État puisse être légitime, d'une part en droit, et on va en reparler de tout ça, et efficiente. Ça n'est ni légitime, ni efficient, Nicolas. Ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, je pense qu'on peut le poser maintenant. Ça n'est pas légitime parce que c'est une rupture de la souveraineté individuelle. Ces gens ne pensent pas l'ordre social par l'individu, ils pensent par des abstractions, ils pensent par des identités collectives, par la nation, par la patrie, que sais-je, par des groupes, ça n'a aucun sens social. Eux qui parlent souvent de réalisme, de pragmatisme, sont tous sauf des réalistes épistémologiques notamment. Ils ne raisonnent pas par l'individu, et donc ça n'a aucun sens de penser comme ça. Donc bref, premier élément en droit, l'État est illégitime parce qu'il rompt la souveraineté individuelle, il nie le droit naturel de l'individu qui se manifeste au sein de toutes ces interactions civilisées. Et là, ça nous amène à l'axiome de l'argumentation de Hans Hermann Hoppe, le simple fait que nous échangions, que nous coopérions tous les jours, que nous entrions en relation civilisée par l'échange, manifeste une préférence pour le renoncement à la violence. Axiome de l'argumentation de Hoppe. Allez voir ça, amis, à droite. Puis ensuite, on peut le poser aussi rapidement. Ça n'est pas efficace, Nicolas, parce que l'État n'est pas une entreprise, pour aller très vite. L'État ne joue pas sa peau sur le marché, l'État ne répond pas à des signaux de prix et ne peut jamais savoir exactement ce qui est économiquement avantageux. Je vais vite, sinon on y passerait trop de temps. Voilà, l'État n'est ni légitime en droit, il ne respecte pas le droit naturel, et donc les droits de propriété qui en découlent, sous forme de contrat et de matérialisation concrète. Il est une attaque permanente, une expropriation permanente, directe ou indirecte, contre nos biens, contre notre capital. Et ensuite, voilà, il n'est pas une entreprise, il ne peut pas rendre de services légitimes en proposant, non, il va toujours s'imposer, gaspiller les ressources, agir hors du marché et pourtant se pérenniser par la force de ses moyens politiques, là où l'entreprise meurt si elle ne rend pas de service car elle ne fera pas de profit. Voilà. La modernité n'a pas la modernité n'a que du bon, Julien. Regarde la gauche qui est coincée justement, à part la gauche écologiste, mais là c'est un autre problème. Elle est coincée dans son progressisme attardé. Et du coup, quand arrivent des choses comme la PMA ou voire pire, la GPA, parce que ce sont des phénomènes issus du progrès, elle est incapable de le critiquer et de s'y opposer par fanatisme progressiste. Mais non, Julien, non, je suis pas d'accord. Elle s'y oppose pas parce que elle se sert justement du terme progrès pour faire avancer quelque chose qui va solutionner l'égalité. C'est l'égalité le moteur puissant de ces gens-là. Et tu le sais en plus, c'est Nietzsche puissance 10.
Non, mais bien sûr, mais le problème, c'est que ils se rendent bien compte que la GPA, c'est l'exploitation du ventre des femmes, etc. Donc, il pourrait y avoir un discours de gauche à l'encontre de la GPA. Et pourtant, ils se retrouvent coincés parce que vu que c'est un élément du progrès, eh ben, ça leur est difficile et ça leur fait toujours mal au cul de critiquer le progrès. Voilà. Parce qu'ils sont bloqués là-dedans. Alors, puisque le thème de la PMA-GPA voilà, est lancé par Julien Rochdy, je vais rapidement aussi m'exprimer dessus. Euh, Vous voyez que là, alors eux forcément vont être contre radicalement, et tandis que la gauche va être pour. En gros, hein, voilà, pour aller un peu vite avec des nuances. Ok. Globalement, la gauche va porter la PMA-GPA au nom du progrès. La droite va globalement être contre au nom de ce qui sera souvent appelé la marchandisation du corps des femmes et voilà, de l'exploitation du ventre, notamment de femmes pauvres du tiers-monde. Donc notamment là pour la GPA du coup, hein, donc gestation pour autrui, qui est souvent plus choquante et plus dégradante aux yeux des hommes, femmes de droite. Très bien. Mais en tout cas, voilà, ce qui est intéressant, c'est de constater une espèce de rupture directe, mais comme souvent, évidemment, sur ces questions de mœurs et de culture et de pratiques voilà, sociales, pour, contre. Bon, très bien. Quand on est libertarien, encore une fois, on ne se positionne pas en pour-contre, on se positionne en légitime ou non. Droit naturel respecté ou non. Et par-dessus ce droit, et c'est là qu'il y a toute la subtilité libertarienne qui arrive, c'est par-dessus ce droit que se construit ensuite une morale individuelle et qui par extension devient une morale de la société parce que des tendances, parce que des mouvements de fond se mettent en place, d'accord? On prétend pas un seul instant qu'on est des individus bâtis ex nihilo, qui n'ont aucune influence, qui ne sont pas en société, qui sont des atomes isolés. Voilà, personne n'a jamais dit ça chez nous, qu'on soit extrêmement clair de suite là-dessus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez d'abord le droit, ensuite la morale. Faites bien la scission droit-morale. Est-ce que la PMA-GPA est en accord avec le droit naturel? Oui, si c'est une transaction volontaire entre adultes, si c'est une logique de service entre adultes qui veulent procéder à un échange. Ensuite, par-dessus ça, et je dis bien par-dessus, ou à côté si vous préférez, à la rigueur qu'importe, mais juste cette image de séparation stricte s'il vous plaît. À côté de ça, vous avez la moralité, vous avez ce qu'on pense, quelles sont les valeurs qui nous animent, qu'est-ce qui va nous faire nous mouvoir, échanger, sur quel modèle du monde allons-nous baser un certain nombre de nos actions au sein du corps social. Eh bien là, c'est toute la dimension de philosophie morale, c'est toute la dimension des échelles de valeurs qui vont animer les individus. C'est pourquoi on peut parfaitement comprendre que la PMA ou la GPA, l'un ou l'autre, sont légitimes en droit naturel, échange entre adultes consentants, tout en disant en même temps, et sans aucune contradiction, que c'est un acte qui nous semble immoral, dégradant, et qu'il faut l'éviter, et que même il faut militer contre, en passant des idées qui vont contre. Par exemple, tout comme on peut ne pas le faire aussi, qu'importe, ce sont deux choses différentes. Vous avez donc, à ce titre, des libertariens tout à fait conservateurs sur les mœurs, des libertariens un peu plus ouverts, progressistes, on va dire, même si le terme progressiste n'est pas forcément toujours très heureux, à mon avis, mais bon, à la rigueur, passons, ça permettra de se faire comprendre de tous. Voilà, il y aura des gens qui seront plus favorables à ça, d'autres beaucoup moins. Chacun aura ses pratiques, tout comme, devinez quoi, nous avons un bon nombre, alors notamment aux États-Unis où le libertarianisme est plus développé, mais un bon nombre de libertariens catholiques. D'accord? Et là, je pense qu'un Julien Rochdy bondirait. Il se dirait, mais mon Dieu, non, c'est impossible. Si, aucun problème avec ça. Des gens qui sont très rigoureux en plus sur les principes. Je pense à quelqu'un comme Guido Hülsmann. Je pense que je l'afficherai à l'écran si vous voulez, pour aller un petit peu voir ce qu'il fait ce monsieur, qui est catholique et qui est tout à fait rigoureux, sans aucun problème. D'accord? On peut le citer en tant qu'anarcape et être tout à fait fier et heureux de l'avoir parmi nous. Aucune contradiction, messieurs. Mais pour comprendre ça, faut-il encore se relier au principe et faire ce ménage, cette hygiène mentale et épistémologique libertarienne qui consiste à séparer le droit naturel de la morale. Si vous amalgamez les deux, vous serez condamné
à des confusions épistémologiques, philosophiques, économiques, et forcément après à l'utilitarisme, au positionnement pour ou contre. Au positionnement pour ou contre, qui évidemment suppose de s'accaparer le pouvoir et de faire passer un certain agenda. La gauche pour, la droite contre, sur ce thème en particulier et sur beaucoup d'autres thèmes, ça pourrait être l'inverse, et voilà, qu'importe. Mais en tout cas, pour ou contre à chaque fois, là où c'est juste une question de légitime, non légitime, agression, pas d'agression, c'est tout, Droit naturel, c'est ça, agression ou pas. Oui, non légitime, non légitime. Par-dessus ça, posons-nous des questions d'ordre moral. Bien sûr, aucun souci, car nous sommes des êtres sociaux et moraux. Bien sûr, pas de souci, personne n'a jamais dit le contraire chez nous. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il faut arrêter de penser que parce qu'une chose est autorisée, elle va automatiquement se répandre et, j'allais dire, contaminer le corps social. C'est absolument faux. C'est une question de coutume, de mœurs dominantes, de culture. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais quand on est animé par une soif de contrôle et qu'on ne peut s'empêcher de vouloir contrôler le cadre social et donc notamment aussi ses mœurs, on imagine que laisser faire correspond à un envahissement de valeurs qui ne correspondent pas aux nôtres. C'est faux. Réclamez de la propriété privée, faites sécession, portez les idées de la décentralisation et vous préserverez vos valeurs, d'accord, tout en laissant faire ceux qui veulent vivre autrement. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est un gros débat. Je pense que c'est un débat de fond qu'on a, toi et moi. Moi, je suis plus libéral, même au sens philosophique. Mais je pense que mais de toute façon, rapidement sur cette question, est-ce que tu te considères aujourd'hui plutôt libéral, libéralisme philosophique, c'est-à-dire globalement la lutte contre l'arbitraire royal, parce que c'était ça, c'est né comme ça, l'individu qui sort de la société organique et de la société de caste, plus le libéralisme économique, qui est donc plus ou moins, pour faire très simple, le libre marché. Est-ce que tu te reconnais dans cette idée-là? Le problème du libéralisme, c'est que c'est un mot valise dans lequel on peut mettre tout et n'importe quoi. Et il est très 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 difficile de s'entendre dessus sans malentendu grave. On ne peut plus dire ça aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, le libéralisme est devenu le libertarianisme, son extension radicale et cohérente, conceptualisée par Murray Rothbard et complétée, peaufinée par certains de ses élèves, notamment Hans Hermann Hoppe, je le répète. Je comprends pourquoi est-ce que historiquement et philosophiquement on peut dire ça. Il y a de la confusion, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit un peu tout et leur contraire, il y avait des utilitaristes anglo-saxons, mais aussi il y a eu une tradition libérale française, et puis il y a eu plus tard des libertariens aux États-Unis, et c'est vers eux qu'il faut aller, messieurs, il faut aller vers Murray Rothbard encore une fois, qui a été beaucoup plus loin dans la conceptualisation et dans la cohérence des principes posés. Je vous invite à lire l'éthique de la liberté qui s'articule autour de l'individu comme souverain, on revient à la souveraineté individuelle, et donc au droit naturel, et par dérivation au droit de propriété, qui est un absolu dans la pensée libertarienne, ce qui suppose bien sûr le droit de se défendre. L'absolu de la propriété suppose le droit de se défendre, légitime défense, le droit de ne pas se laisser marcher dessus. À la fin, on peut dire que le libertarianisme est une défense radicale de l'individu contre l'arbitraire, notamment étatique, puisque l'État institutionnalise la violence, mais contre en fait aussi toute forme d'initiation de la violence, puisque tous les crimes d'ordre privé ou individuel sont aussi à condamner, et il réclame justice de restauration. Le droit libertarien, droit naturel, suppose une justice de restauration ou de réparation. C'est un retour au droit. Donc aujourd'hui, Julien, Nicolas, sachez que le libéralisme a évolué. On n'est plus au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe. Non. On est passé par le XXe siècle. On philosophe maintenant au XXIe siècle après les libertariens modernes. Il serait bon, messieurs, de se mettre à jour, d'avoir le courage de lire les auteurs réellement radicaux, donc réellement cohérents. Le libéralisme classique, vu que ça commence comme ça, est devenu un libéralisme intégral, un libertarianisme, le libertarianisme, ou l'anarcho-capitalisme, qui est peut-être encore plus précis, puisque anarchie, donc droit naturel, ordre spontané, et on va dire principe de non-agression,
d'accord? Et de l'autre côté, capitalisme, donc propriété privée des moyens de production et échange sans entrave, sans interférence, anarcho-capitalisme. Ok. Il faut vraiment faire l'effort de se mettre à jour sur ça, hein. C'est terminé, vraiment. Vous savez, la pensée évolue, la philosophie évolue, je pense qu'ils le savent, hein, mais encore faut-il découvrir puis admettre les principes du libertarianisme moderne pleinement cohérent, celui que j'essaie aussi de faire mien à travers mes différents contenus. Pour se mettre à jour sur la doctrine, celle qui est vraiment cohérente, je vous invite à lire Liberté manifeste de Stéphane Gers aux éditions John Galt, qui est l'ouvrage en français le plus avancé, mais aussi le plus simple, paradoxalement, hein, et oui, qui va vraiment vous mettre le pied à l'étrier sans vous perdre sur les concepts, hein, tout est bien expliqué. Donc Liberté manifeste, édition John Galt, et vous comprendrez où en est la doctrine libérale. Elle est beaucoup plus loin que ce que vous pouvez penser, et elle est surtout pleinement cohérente. Ça c'est très important, pleinement cohérente messieurs. Et donc je finirai par une petite définition rapide et précise avant d'enchaîner. La liberté, c'est le droit de faire ce que je désire de mes propriétés privées. Voilà, la propriété privée étant la matérialisation de ma liberté, ce qui suppose nécessairement contractualisation, logique de contrat avec les autres individus qui composent la société. Si je te dis, je vais te prendre plusieurs exemples. Si je te dis que je suis pour la destruction de l'État-providence français, parce que je considère que l'État nounou qui taxe l'économie comme jamais les petits, les moyens entrepreneurs, même les grosses entreprises, pour être dans ce principe de redistribution absolument fou, et que cet État français a déresponsabilisé les individus pour en faire des assistés. Si je te dis ça, je suis un ultralibéral. Et t'as tous économiquement, ouais. Et t'as tous les libéraux qui vont m'applaudir sur X, sur Twitter. Ouais. Maintenant, si je te dis la phrase suivante, en revanche, je n'aime pas beaucoup l'économie, le capitalisme financier, notamment celui qui fait en sorte aujourd'hui que on cherche des taux de rendement trop importants dans les fonds de pension, ce qui a une tendance à créer des bulles et à surtout de jouer sur la dette. C'est-à-dire, je critique le néolibéralisme dont Jean-Marc Daniel, que Jean-Marc Daniel décrit comme étant finalement un keynésianisme dissimulé, puisqu'il repose lui aussi sur de la dette et sur de la création de monnaie artificielle. Donc, je suis contre le néolibéralisme. Si je te dis ça, et donc je suis contre le capitalisme financier. Si je te dis ça, sur X, les mêmes qui ont dit « Putain, Rochdy, génial, c'est un libéral comme nous », les mêmes vont se dire « Ah, Rochdy, voilà le communiste ». C'est absolument faux, monsieur Rochdy. Absolument faux. Si vous dites que vous êtes contre l'État-providence, vous tiendrez un propos cohérent sur le plan libéral ou libertarien au sens libéral radical. Voilà, libertarien, libéral radical, dans ma bouche seront des synonymes, bien sûr. Non, vous serez juste cohérent. Vous serez absolument cohérent. On ne peut pas valider l'État comme entité coercitive, comme groupe d'hommes qui s'accaparent la violence légitime, ce qu'ils nomment comme légitime, pour être très précis, sur un territoire donné. On ne peut pas légitimer cette entité par principe, car elle est une violation des droits de propriété des individus d'une société, d'accord, d'un territoire. Ok ? Premier élément, si vous êtes contre, c'est très bien, c'est normal, c'est juste cohérent. En revanche, de l'autre côté, quand vous dites qu'on vous traiterait de communiste sous prétexte que vous critiquerez le néolibéralisme, vous vous trompez lourdement, en tout cas concernant les vrais libertariens. Cohérent donc, évidemment. Non, si vous critiquez le néolibéralisme, au sens, alors, très mauvais terme, dites plutôt le copinage, la collusion. Si vous critiquez la collusion grandes industries État et, on va dire, mécanisme inflationniste, mécanisme de la dette, privilèges, subventions, j'en passe et des meilleurs, tout ce qui constitue ce capitalisme que vous appelez financier, que je préfère vraiment appeler copinage pour éviter toute confusion, ou collusion, voilà. Si vous critiquez ça, je vous rejoindrai. Vous avez entièrement raison de le critiquer, car ça n'est pas du capitalisme, c'est du vol en bande organisé. Le capitalisme de libre marché suppose propriété privée des moyens de production et aucune interférence au sein des échanges, mais en plus, aucun privilège à distribuer, pas de logique de statut ou de caste, c'est pareil, ça n'existe pas.
Il n'existe que des entreprises et des individus prêts à échanger ou non pour s'enrichir mutuellement. C'est pour ça qu'on dit que l'économie est un espace social de jeu à somme non nulle. Je gagne, tu gagnes. Et en réalité, je pense qu'il y a une grande confusion chez vous, mais comme chez beaucoup d'autres, entre ce qu'est vraiment le capitalisme de libre marché et ce qui est en fait aussi, par extension et plus globalement, le libéralisme intégral, le libertarianisme, et de l'autre côté, la collusion. La plupart du temps, les gens n'ont pas compris, et les marxistes non plus ont beaucoup de mal à chaque fois à le voir, à chaque fois Voilà, par ça, je le remarque souvent dans leurs interventions quand ils veulent nous critiquer, ils ne voient jamais ça. Ils ne voient jamais que nous, on critique bien la collusion et qu'on ne défend pas le capitalisme en place, ce système économique hybride. On laisse faire les entreprises au sens où on les laisse produire, faire des profits. Et donc voilà, on peut monter sa boîte encore aujourd'hui en France, ok, sauf que derrière, on a tout un système bureaucratique et toute une fiscalité et toute une logique de caste qui fait remonter les profits vers le public et vers les hommes de l'État et de la bureaucratie et qui vient condamner impitoyablement le privé qui n'est pas en collusion. Tout ce système de caste absolument illégitime, nous condamnons tout copinage et merci de ne pas confondre ça avec le commerce libre de toute entrave. Je continue. Si je te dis le problème de l'économie mondiale actuellement, c'est que on en discutait aujourd'hui quant à la division des tâches, les avantages comparatifs de Ricardo qui font en sorte qu'aujourd'hui l'Afrique fait les bébés, la Chine produit et l'Occident innove. Si je te dis que cette économie-là est très dangereuse pour notre civilisation et qu'en plus, là, le gros problème, le gros inconvénient qui est de détruire l'environnement, si je te dis, et qu'il faudrait donc la réformer, si je te dis ça, dans la seconde, sur X, je suis un communiste décroissant, anti-libéral. Maintenant, si je continue, si je te dis, c'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'on intègre au marché, c'est-à-dire au système des prix, le coût environnemental de la production et le coût en termes de santé aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on intègre les externalités au système de prix. Parce que, je cite encore Jean-Marc Daniel, qui est un vrai libéral pour le coup, et j'apprécie énormément ses écrits, parce que le communisme s'est effondré parce qu'il avait un système de prix qui était faux, qui était basé sur quelque chose d'artificiel, à savoir le choix, la décision arbitraire, quasiment arbitraire de l'État. Et l'économie communiste s'est effondrée pour cela. Et il dit l'économie capitaliste et l'économie mondiale peut s'effondrer parce que le système de prix ne reflètera pas la réalité. Or, un système de prix doit toujours refléter la réalité. Et il ne la reflète pas aujourd'hui parce qu'il n'intègre pas à son coût le coût environnemental et le coût aussi en termes de santé. Et donc, le capitalisme peut s'effondrer à cause de ça. Quand un libéral te dit ça, et moi je suis absolument pour ça, si je te dis ça, d'un coup, je serai intégré dans le club des libéraux. Et non, toujours pas. Non, sur tout ce qui est environnement, climat, dégradation du vivant, j'en passe et des meilleurs, propriété privée. C'est fou, tous ces gens qui ne pensent jamais ces questions-là par le marché libre. Ils parlent d'intégrer les coûts écologiques et de santé au prix du marché. Mais monsieur Rochdy, vous croyez vraiment que le marché ne s'occupe pas déjà de ça? Les entreprises internalisent déjà tous les coûts, l'ensemble des coûts. Il n'y a pas un coût écologique comme ça à poser par-dessus en plus qu'on décrète d'on ne sait où. Le marché intègre tout. Le marché, c'est l'échange humain. Les fameuses harmonies économiques, tout est déjà intégré. Il n'y a pas besoin de rajouter par-dessus. Ça n'a aucun sens économique. Et ce qui est amusant, c'est que vous avez dit effectivement que les prix doivent refléter la réalité économique, ce qui est entièrement vrai. Tout à fait correct. Et après, vous nous parlez de coûts écologiques ou de santé à ajouter au système de prix. Mais précisément, monsieur Rochdy, vous allez de nouveau, faire en sorte que les prix ne reflètent plus la réalité économique si vous les intégrez par-dessus arbitrairement. C'est justement en laissant faire que les prix reflètent la réalité. Est-ce que vous vous rendez compte à cet endroit-là de votre contradiction interne ? Par ailleurs, tout ce qu'on va désigner comme des externalités négatives, les fameuses, ou les dérives, les dégâts du libre marché sur le vivant ou que sais-je, ça correspond toujours à des interférences d'État et donc aux conséquences d'une non-gestion des ressources sous l'institution de la propriété privée. C'est pour ça que je vous dis d'en parler et de l'intégrer à votre pensée. Il n'y a aucune écologie,
aucune écologie sans propriété privée, sans attitrer toute la terre à des individus qui auront intérêt à la préserver. Exiger la stricte redéfinition des droits de propriété, exiger la repossession de nos terres et exiger la justice de réparation, corollaire du droit naturel. Ainsi, si on prend l'exemple classique de l'entreprise qui vient polluer une rivière, un cours d'eau qui appartiendrait à une ville, un quartier, un village, un propriétaire même solo, tout seul, un fermier, que sais-je. Voilà, un cours d'eau qui appartient à quelqu'un parce que les droits de propriété ont été définis comme tels. S'il y a une pollution qui est constatée par un arbitre ou par une partie extérieure qui sera sollicitée et payée pour mener une enquête, si on constate agression, l'entreprise en question, ou l'individu en question d'ailleurs, devra réparation évidemment. Toutes les dérives que vous voulez bien voir, tous les problèmes que vous identifiez sur le plan écologique, j'en discute même pas. C'est même pas trop mon sujet, je dis pas c'est vrai, c'est faux, je dis même pas ça. Je suis beaucoup plus basique, je suis juste sur les droits de propriété. Redéfinissez-les. Il faut que toute la terre soit appropriée pour que le droit et la justice de réparation puissent s'appliquer. Dans cette logique des droits de propriété strictement définis, et dans une logique forcément aussi, ça va ensemble, de libre marché, donc de commerce sans entrave et d'absence de privilèges, les entreprises auraient toutes de fortes incitations à minimiser ce qu'on appellera ici par simplification la pollution, les atteintes donc aux droits de propriété des autres, car toute atteinte au bien ou à la santé d'autrui, qui serait objectivement constatée par un ou des arbitres, des parties prenantes qu'on viendrait engager pour une affaire, toute atteinte, toute agression mènerait à des poursuites et à des compensations financières, parfois même peut-être très importantes. Donc si les personnes ou entreprises affectées par la pollution, par l'agression, peuvent rechercher réparation de façon légitime, cela force les entreprises à internaliser ces coûts dans leur modèle économique sous peine de sanctions qui pourraient jouer à la fois sur leur réputation et sur leur marge bénéficiaire. Dans cette logique, toute entreprise éviterait en tendance de polluer, de nuire à autrui, à l'environnement, que sais-je, car les coûts de compensation seraient plus élevés que ceux d'une production respectueuse des droits de propriété. Cette pression économique naturelle inciterait chacun d'entre nous à intégrer dans nos structures capitalistiques des pratiques durables, des pratiques respectueuses quelque part des autres, de leurs droits de propriété, et donc à investir aussi dans des technologies, dans des process, dans des compétences qui nous aideraient à aller dans ce sens des droits de propriété respectés et de l'absence de pollution, d'agression envers autrui. Voilà comment est-ce que vous intégrez les coûts, voilà comment est-ce que vous les internalisez, voilà. C'est pas avec de la contrainte ou de l'arbitraire, Julien. C'est pas avec cette affirmation un peu gratuite comme ça où il faut intégrer des coûts machin. Non, il ne faut pas. Il faut juste laisser faire, avoir les droits de propriété et ne vous inquiétez pas. Les entreprises internaliseront naturellement car c'est dans leur intérêt de le faire. Je continue parce que j'ai d'autres exemples qui me viennent en tête. Je suis contre par principe, je suis contre la redistribution. La redistribution, pour moi, favorise l'assistanat, favorise la déresponsabilisation de l'individu, etc. Maintenant, parce que je suis un réaliste et que j'essaye d'être le plus pragmatique possible aujourd'hui, c'est ça mon idéologie aujourd'hui, d'être pragmatique, je regarde les quelques sociétés qui font encore des enfants, dans les pays riches, qui font encore des enfants, pas autant qu'on nous souhaiterait, mais en tout cas qui résistent à cet hiver démographique à venir. Et je m'aperçois que ce sont des économies qui sont très redistributrices. Je te prends deux exemples. La France. Oui, la France. Bon, alors la France, ça peut être les immigrés, mais oui, effectivement, la France. Mais surtout, quand je te parle encore de pays blancs, le Danemark et la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande résiste. Alors, pas autant, encore une fois, qu'il le faudrait, mais la Nouvelle-Zélande résiste pas trop mal à la baisse de la fécondité mondiale, comme le Danemark, et ce sont des pays qui sont très redistributeurs. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je me dis que finalement,
En tant que libéral, mais qui essaie de regarder les choses en face et qui ne pense pas seulement au croissantisme, c'est-à-dire, on en revient au sujet premier, qui ne pense pas seulement à l'économie pure et qui pense surtout à la civilisation avant l'économie, même si les deux sont liés évidemment, je me dis que peut-être il faudrait songer à des formes de redistribution qui soient plus généreuses pour les femmes qui veulent faire des enfants, et que pour le coup, là, ce serait utile, ça servirait à la civilisation et à terme aussi l'économie, parce que évidemment c'est lié. Alors, sur la redistribution, il n'y a aucune raison d'être contre la redistribution par principe. C'est juste une question d'agression ou pas. Est-ce de la redistribution volontaire ou est-ce en fait un joli mot, redistribution, pour dire en fait coercition, spoliation? C'est la seule question. Est-on consentant pour redistribuer, oui ou non? Si c'est oui, alors ce n'est pas que je suis pour, c'est que c'est légitime en droit. Ce n'est pas que je suis pour, c'est que c'est légitime en droit. Sortons de la médiocre opinion et concentrons-nous sur des principes certains. En l'occurrence, la souveraineté individuelle est certaine. D'ailleurs, le simple fait de dire non, 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 je ne suis pas souverain, revient à utiliser son corps et à se fixer un but, celui d'affirmer à l'autre qu'on n'est pas souverain, en utilisant un moyen qu'est son corps, et ce qui nous fait en plus, bien sûr, tomber dans une contradiction performative. Ça n'a donc aucun sens. Nous sommes tous des souverains et nos actions, nos échanges, nos paroles, notre argumentation, notre civilité manifestée le démontrent au quotidien. Et là, ce qui est amusant, c'est que vraiment, il a un propos ensuite utilitariste, forcément, pro-européen, pro-français, pro-blanc, que sais-je. Oui, forcément. Il va être pour la redistribution quand même, donc il va trahir son principe de base par pragmatisme pour sauver les siens. On est dans une forme de tribalisme, collectivisme, voilà, on est dans une régression tribaliste, régression collectiviste, c'est très très proche tout ça. On pense par le clan, par la tribu, au lieu de penser par la légitimité de l'individu. Et attention sur ça, n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que moi-même j'ai des préférences ethnico-culturelles. N'allez pas me faire dire que moi-même j'estime que non, il n'y a aucune réalité à ce niveau-là, que on ne s'associe pas tendanciellement avec des gens qui nous ressemblent. Si, je pense que c'est assez vrai, je le constate aussi. J'ai moi-même un entourage qui me ressemble globalement, ethniquement comme culturellement. Une préférence manifeste pour des productions européennes, françaises, américaines, c'est vrai, bien sûr. Mais il n'y a aucune contradiction, encore une fois, entre le fait de défendre la souveraineté de l'individu par principe, comme axiome, comme principe universel, et en même temps reconnaître des préférences ethnico-culturelles. Aucune antinomie. On peut être identitaire autant qu'on veut, quoi que ça veuille dire pour vous, tout en reconnaissant les principes certains du libertarianisme. Voilà. Et par ailleurs, sur le lien économie-civilisation, c'est pas que c'est lié, c'est que si l'économie est sclérosée par l'État, la civilisation, encore une fois, quoi que ça veuille dire pour vous, pour nous libertariens, civilisation en général, c'est au sens opéen, ça veut simplement dire que la préférence temporelle va se porter petit à petit vers le futur, qu'on pourra construire, bâtir des projets, accumuler du capital, avoir un niveau de vie donc croissant, donc acheter plus de biens et services pour une même somme de monnaie, et en bref, vivre de façon civilisée par les droits de propriété, le droit naturel, les contrats privés qui en sont dérivés, la justice de réparation, voilà, et qu'on pourra se choisir, donc s'inclure et s'exclure. La fameuse mosaïque, les fameux 1000 Liechtenstein, je rêve d'une Europe de 1000 Liechtenstein, nous dit encore une fois Anserman Ruppe. Ça, c'est la conception libertarienne, de la civilisation qui se tourne vers l'avenir, vers le futur, vers la richesse, vers la prospérité, vers la paix sociale. Ok, j'imagine qu'ils ont une conception plus historique et culturelle. Pas de souci d'ailleurs, je peux l'accepter subjectivement. Ça aussi, il n'y a aucune antinomie entre le fait d'être occidentaliste culturel, avoir une préférence pour des œuvres occidentales, pour une histoire, pour un narratif qu'on fait sien et qu'on assume être subjectif et arbitraire, au sens où on pourrait en avoir un autre plutôt. Pas de souci avec ça, il n'y a rien qui est antinomique à chaque fois. Ça, c'est un truc que les gens de droite n'ont pas compris chez nous. Nous ne nous opposons pas à vos narratifs, à vos préférences, à vos affects profonds. On ne s'y oppose pas. Intégrez-les à la liberté, messieurs. Il n'y a aucune antinomie.
Absolument aucune. Enfin bref, pour revenir à civilisation, économie, en repartant de mon prisme à moi, c'est pas que c'est lié, c'est que c'est absolument indispensable que l'économie soit libre, libre marché, propriété privée, sinon plus rien n'est possible. Plus d'accumulation, plus d'échanges, plus de richesses qui peuvent voilà, se démultiplier, hein. Les fameuses parts de gâteau qui se démultiplient, plus possible. L'économie doit être libre. Une économie socialiste, donc capturée par une caste qui va socialiser les pertes et privatiser les gains pour une petite élite. Toute cette logique-là socialiste et cette prédation auprès de l'entrepreneur, tout ça fait le jeu de la destruction de votre civilisation, messieurs. Vous devriez être les premiers à défendre la propriété privée. C'est grâce au droit de dire non, non, je refuse. C'est grâce à ce droit-là que vous pourrez refuser, rejeter ce que vous considérez comme des éléments étrangers à votre société. Évidemment, pour ça, il faut une demande de liberté, il faut des services qui se mettent en place autour d'elle, notamment au niveau du régalien, c'est très important de s'organiser là-dessus, de pouvoir se défendre, de défendre nos frontières. Très important bien sûr, c'est aussi là qu'on voit que les libertariens ne sont pas des no-borders ou des gauchistes ou des pacifistes ou que sais-je, peace and love, des hippies de droite. Non, ça n'existe pas. Enfin si ça existe, mais ces gens-là ne sont pas libertariens, ce sont des gens inconséquents. Nous sommes évidemment pour de la défense, de la police, mais privée, décentralisée, en concurrence. Et après pour la philosophie, pareil. Si tu me dis en philosophie que je suis pour l'autonomie totale de l'individu, à savoir l'isonomie absolue, que l'individu doit être à la recherche de son seul intérêt personnel et matériel, et que les vices privés font les vertus publiques, comme il est dit dans la fable des abeilles et des frelons de Mandeville. C'est ça à la base du libéralisme philosophique. Et si tu me dis ça, et que tout le monde a le droit de penser et de croire à n'importe quoi et à ce qui lui chante du moment que ça le rend heureux, si tu me dis ça, non, je ne suis pas un libéral philosophique. Ici, je vois plusieurs choses, au moins deux. Premier élément, c'est qu'on a l'impression que Julien Rochdy part dans un poncif de l'atome isolé, comme si on pensait que l'individu est totalement isolé. Il parle d'isonomie et d'autonomie, même totale, etc. Si c'est au sens où chacun prend ses décisions dans l'espace social, oui, bien sûr. S'il est contre ça, dans ce cas-là, Monsieur Rochdy, j'espère que vous serez d'accord quand l'État viendra lui-même toquer à votre porte un jour ou l'autre, par exemple, s'il n'est plus de votre côté, pour vous ordonner de faire certaines choses, pour briser votre autonomie. Donc si c'est ça, c'est encore plus autoritaire que ce que je pensais. Si par contre c'est le poncif qui consiste à dire qu'on imagine l'individu comme un atome isolé, la fameuse Robinsonade de Marx, si c'est ça, c'est ne pas comprendre ce qu'on dit, évidemment. Non, il n'y a pas d'atome isolé. Alors encore une fois, pour ça, il faut relire les libertariens, ou les lire tout court une première fois d'ailleurs. On n'a jamais dit ça, nous. Jamais. Non. On parle jamais d'atome isolé ou de Robinsonade ou d'individus ermites coupés du monde, qui ne pensent qu'à lui dans sa caverne, dans sa grotte, dans sa cave, ou que sais-je. Non, on dit jamais ça. Nous nous enrichissons par l'échange et nous évoluons comme des animaux sociaux, en société, avec d'autres individus qui nous ressemblent. Voilà, donc ça, faut être très clair sur ça. Et ensuite, pour l'intérêt, alors là, par contre, je pense qu'il est vraiment pas au clair sur la praxéologie, c'est assez net. Si, nous agissons évidemment dans notre intérêt, nous agissons pour substituer un état des choses peu satisfaisant par un état qui l'est plus. Ludwig von Mises, pardon. D'accord, Ludwig von Mises, école autrichienne, nous agissons parce que nous voulons remplacer une situation ou un état social par un autre plus satisfaisant. Nous agissons toujours pour améliorer nos conditions d'existence, chose parfaitement subjective. Il n'y a aucune objectivité à aller chercher là-dedans. La valeur est psychique, disait pour le coup Murray Rothbard. Donc les fins sont évidemment subjectives et les moyens que nous avons à notre disposition et les compétences et les capacités, et j'en passe et des meilleurs, sont aussi individuels et donc à remettre dans le contexte de l'individu. Et c'est tout. Mais une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas oublier la réalité sociale, celle de l'échange bien sûr. Celle de l'échange. Parce que agir, ça veut dire quoi à la fin, Monsieur Rochdy? Ça veut dire échanger.
Quand on dit nous agir, c'est dans le contexte social, hein. C'est pas j'ouvre mon frigo pour aller bouffer un truc. Parce que là aussi j'ai agi, hein. Je me suis levé du canapé, j'ai ouvert mon frigo, j'ai bouffé un truc. J'ai agi, ok. Quand je parle ici de praxéologie, d'action humaine, de fins subjectives et de moyens qui nous appartiennent et de ressources sous notre contrôle, je parle sur le plan social. Je parle donc de l'échange entre individus. Et en l'occurrence, qui dit échanger dit forcément servir l'autre, dit forcément opération gagnante-gagnante. Quand bien même d'ailleurs plus tard on s'est rendu compte que c'était pas si intéressant que ça. Peu importe, sur le coup, nous agissons à un instant T très précis de notre temporalité humaine parce que nous estimons que nous ferons une bonne affaire en échangeant. D'ailleurs, notez que nos erreurs, subjectivement constatées, compte tenu des fins qu'on avait visées initialement, sont réajustables par les mécanismes du libre marché. On y revient, le marché est aussi un processus qui instaure une dynamique d'apprentissage continu. On apprend constamment de nos actions pour se réajuster et atteindre nos fins avec le plus d'efficience possible au sein de la structure capitalistique. Donc évidemment, ce mécanisme de l'échange sur le plan social, Monsieur Rochdy n'y échappe pas, personne n'y échappe tant qu'il vit en société, donc dès que nous sommes deux, la liberté existe, évidemment, mais on imagine bien que pour lui, ce qui correspond à l'intérêt non individuel, donc à une forme d'intérêt collectif, ça va correspondre à des narratifs nationalistes, patriotes, identitaires, européanistes, que sais-je, blancs, enfin pro-blancs. Sauf que tout ça, à la fin, ça revient quand même à des intérêts individuels et à des actions individuelles. C'est dans ton intérêt de faire ceci ou de faire cela, ou ceci plutôt que cela, et dans le mien de faire autre chose. On revient toujours à l'individu. On ne coupe jamais avec ça. Revenez à l'action individuelle, ce qu'on appelle d'ailleurs l'individualisme méthodologique, d'accord, qui est la seule manière cohérente de penser les phénomènes sociaux. Dès qu'on sort de ça, on retombe dans des machins, des abstractions qui n'ont aucun sens social, hein. Vraiment, ça n'a pas de sens. Un collectif n'agit pas, une nation n'agit pas, une association n'agit pas, un individu agit. Et un groupe n'a d'existence que par l'action et les buts visés par chacun de ces individus qui rentrent en relation, en contrat, on y revient tout le temps, pour mener à bien un projet qu'ils estiment chacun individuellement étant collectif. Il n'y a projet collectif que lorsque chacun des individus qui y participent est conscient de ce pourquoi il s'est engagé. De quel libéralisme parle-t-on? Je viens de te. Même le libéralisme philosophique, par exemple, tu dis ce qui va arriver à la fin des fins dans un monde ultralibéral ou libéral tout court, absolu, c'est l'anomie totale, c'est des individus atomisés, il n'y a pas de lien entre les uns et les autres, chacun fait un peu ce qu'il veut dans son coin et se réalise en tant qu'individu. Mais ça, je suis désolé, mais quand on est identitaire comme nous et qu'on croit à la nature biologique déjà des choses et des influences sur nos caractères, quand on sait la force de la communauté malgré tout dans l'histoire humaine, on ne doit pas avoir peur du libéralisme parce que le libéralisme, il a toujours des barrières qui existent, qui sont naturelles et qui jamais ne seront atomisées par lui. Et donc il y aura toujours un... Non, mais attends, laisse-moi finir. Il y a toujours dans le libéralisme, il n'y a pas le libéralisme absolu, ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est comme, je prends souvent cet exemple-là, mais pour qu'une idéologie aille à son niveau le plus absolu, prenons par exemple le socialisme qui amène au communisme, pour faire simple. Le communisme, c'est une torsion de la réalité humaine. C'est quelque chose qui ne peut pas advenir comme ça en l'état, c'est impossible. Donc du coup, on est obligé de passer par la case totalitarisme, la fameuse dictature du prolétariat pour arriver à la grande libération. Bon, c'est une dictature du prolétariat qui finit jamais parce que ça marche pas ce système-là. Et c'est une idéologie pure, abstraite, qui ne peut être appliquée que par la force. Or, le libéralisme en lui-même, il contient l'antidote à cela. Pourquoi ? Parce que c'est la philosophie des libertés face à l'absolutisme. Ça a été pensé comme tel. Et donc, la vision la plus absolue du libéralisme ne peut pas s'appliquer, puisqu'on a des barrières à ça. Donc là, on répond plutôt à Nicolas Faure sur ce coup-là. Voilà, on va quand même un petit peu d'égalité. Et donc, sur la première partie du propos, non, c'est faux, évidemment. Je l'ai dit juste avant, je le redis rapidement, il n'y a pas d'histoire d'atomes isolés.
Nous savons parfaitement que nous agissons sur le plan social auprès de l'autre, de l'altérité, que l'échange suppose deux personnes. La liberté commence quand nous sommes deux. Donc le libéralisme plein et entier, donc le libertarianisme n'est pas une société de l'isolement de l'individu, de l'atome isolé. D'ailleurs, au contraire, c'est pas le sujet, mais on pourrait gratter un peu dans une vidéo dédiée. Le libertarianisme, donc le libéralisme plein et entier, cohérent, pleinement cohérent, serait au contraire une société de la démultiplication des liens entre individus, des liens volontaires bien sûr, donc de la solidarité, de la charité, de l'entraide, de l'enrichissement de tous et par tous. On pourra en reparler si vous le désirez de pourquoi est-ce qu'en fait nous échangerions encore beaucoup plus qu'aujourd'hui. Nous serions plus proches des autres au quotidien. Sur l'aspect du réalisme biologique, il n'y a absolument aucune contradiction avec les idées, la doctrine de la liberté. On peut parfaitement admettre les principes libertariens, comprendre nos axiomes. Je l'ai peut-être dit un petit peu avant, je le redis, l'axiome de l'argumentation et l'axiome de l'action. Droit d'un côté, économie de l'autre. Le libertarianisme à la fin est une articulation est un ensemble d'articulations dans les champs du droit et de l'économie autour de la propriété privée, qui est l'angle, qui est la pierre angulaire, qui est la pierre angulaire de la pensée de la liberté, libertarienne. Et à côté, on peut parfaitement reconnaître qu'il y a des caractéristiques biologiques qui nous meuvent et que nous faisons des choix en fonction de préférences ethniques et ou culturelles. Où est la contradiction entre le fait de réclamer, d'abord d'admettre les principes de la liberté, puis de réclamer la pleine liberté, donc la sécession, et le droit d'exclure les gens. Et de l'autre côté, donc, le fait d'accepter la biologie humaine et les préférences ethniques. Où est la contradiction ? Là, pour le coup, je m'adresse à Nicolas Faure. Où est la contradiction ? Moi, je veux dire, j'ai pas de souci avec le fait de reconnaître que les gens, effectivement, ont tendance, je le constate, je l'observe, à se choisir en fonction d'affinités ethnico-culturelles. Très bien. Et ensuite, est-ce que ça m'empêche d'accepter pleinement les concepts de la liberté ? Pas un seul instant. Il n'y a aucune contradiction. Ces gens, depuis le départ, Julien Rochdy, Nicolas Faure, posent de façon gratuite, comme ça, sans démonstration, des limites ou des dérives du libertarianisme, du libéralisme. Mais bon, si on leur parlait du libertarianisme, il sera encore plus critique vu que c'est une extension radicale du libéralisme, mais ils posent des limites comme ça. Et là, donc, d'ordre biologique. Alors ça pourrait aussi être des limites d'ordre historico-anthropologique, un truc comme ça. On sait très bien que ces mots reviennent dans leur bouche. L'histoire, l'anthropologie humaine, machin. Non. Vous devez revenir au concept, messieurs. Il faut d'abord poser une théorie déduite de la réalité sociale. C'est le travail qu'ont fait les libertariens depuis maintenant des dizaines d'années. On déduit nos axiomes de la réalité sociale. C'est pour ça qu'on dit qu'on a une approche axiomatico-déductive. Ça, c'est la démarche pour fonder une théorie sociale correcte et une déontologie des droits de propriété. Et ensuite, messieurs, par-dessus ou à côté, mais voilà, faites la scission intellectuelle, il y a, oui, d'accord, du réalisme biologique, si vous voulez, des réalités biologiques au sens où on est mu, on est fait par un ensemble de déterminismes. Ok, pas de souci. Ça ne change rien sur le plan social. Nous choisissons au sens où nous prenons des décisions que les autres peuvent observer, constater. Le libre arbitre libertarien est en fait un libre choix qui est constaté par les autres. D'accord ? C'est toujours de toute façon la liberté, une histoire de convention et de reconnaissance. Ce que j'aimerais vous faire comprendre ici, chers amis, c'est que on peut accepter des connaissances scientifiques dans un domaine qui n'est pas le nôtre, avec une épistémologie propre, pas de souci, avec une démarche propre, pas de problème, tout en admettant la véracité ou la validité des énoncés libertariens et des axiomes qui permettent de formuler ces énoncés certains. Il n'y a aucune antinomie. C'est là qu'il y a une grande confusion, puisque ces gens
voit des limites, des dérives, des failles, les fameuses failles aussi du marché ou du libéralisme, là où il n'y a aucune faille. Soit la théorie est correcte, elle tient debout de A jusqu'à Z, elle est parfaitement logique, et je parle de logique au sens formel, premier, c'est logique, tout tient debout, tout est cohérent, soit pas, et dans ce cas-là, il faut revoir la conceptualisation de sa théorie, la mise sur papier, il faut la revoir. En l'occurrence, et jusqu'à preuve du contraire, tout est correct, messieurs, et on ne rejette pas vos connaissances et même vos narratifs et tout ce que vous voulez, mais tout ça c'est à côté. Il faut le penser à côté, il n'y a absolument aucune contradiction à formuler. Et ensuite, quand Nicolas dit qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout d'une idéologie, déjà, nous ne manions pas un corpus d'idées au sens idéologie, un corpus d'idées, non. Nous sommes face à une doctrine, en l'occurrence une doctrine du droit naturel ou une philosophie du droit naturel, c'est pas une idéologie. Bon. Ensuite, si, ça existe, Nicolas, faut juste se mettre à jour, faut juste aller lire les auteurs qui ont fait le travail. Donc si, ça existe bien, pas de souci avec ça, et c'est pas un truc utopique qui est sorti d'on ne sait où, non, c'est une théorie sociale, donc qui est tirée de nos échanges, du fait social lui-même. D'accord, c'est pas un truc construit in abstracto, une sorte de roman ou d'imagination. Non, tout est parfaitement carré, Nicolas. Et puis enfin, sur le socialisme qui dérive jusqu'au communisme par la violence, il a raison, c'est comme ça que c'est censé se passer. Sauf que là, pour le coup, on n'est pas du tout dans une démarche axiomatico-déductive tirée de la réalité. On est au contraire sur des trucs posés, des affirmations péremptoires et des fantasmes communistes, de toute façon, qui n'ont aucun sens. C'est un ramassis de bêtises qui s'empilent et qui font le lit du totalitarisme. Donc là, il a raison, effectivement, mais c'est pas du tout les mêmes conséquences pour la liberté, Nicolas. J'espère que tu en es bien conscient. Puisqu'on défend effectivement la liberté de l'individu face à la tyrannie, face à l'oppression, le maximum de ça, ce qui veut juste dire en fait la cohérence et le respect strict de ça, donc des décisions de l'individu sans agresser son prochain, c'est tout. La pleine liberté, ton ultra-libéralisme, c'est juste en fait les droits de propriété respectés, non-agression, échange libre, c'est tout. Enfin, ça s'arrête là en fait. Et donc tu t'imagines bien que c'est pas ça qui mène aux mêmes conséquences que le communisme ou à une impossibilité pratique ou que sais-je. Non, on le vit tous les jours. En fait, nous vivons déjà, messieurs, comme si nous étions libres. Nous sommes simplement réprimés au quotidien. Mais nous agissons déjà, nous prenons déjà des décisions, nous échangeons déjà, nous nous respectons déjà, nous nous tolérons déjà. Ça existe déjà et vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Donc le libéralisme maximum sauvage, turbo, je sais pas quoi, c'est juste des gens qui se respectent et qui prospèrent ensemble. Mon Dieu, quel enfer. Tu dis qu'en gros, et je suis totalement d'accord avec ça, et c'est ma conclusion sur le sujet, en fait le libéralisme ne peut fonctionner que dans une éthique qui n'est pas libérale. Et en fait, si tu veux, c'est pour ça qu'il faut être pratiquement libéraux et être éthiquement anti-libéraux. Ou non, c'est l'inverse. Mais non, mais si, bien sûr que c'est. Vas-y. Pourquoi ? Le libéralisme n'a toujours pu fonctionner, et a pu fonctionner particulièrement bien dans les pays anglo-saxons notamment, parce qu'il était intégré dans un fonctionnement très communautaire et extrêmement religieux, qui par principe et par nature est très antilibéral. Le protestantisme, la religion chrétienne, d'une manière générale, la religion tout court, n'est pas libérale, ne peut pas l'être. Il y a des gens qui te diraient le contraire. Là, c'est aussi très intéressant parce qu'on se rend compte vraiment de la confusion droit-moral. La seule éthique de la liberté, c'est celle de Murray Rothbard, le fait plutôt de ne pas s'agresser. Non-agression. Principe de non-agression. D'accord ? C'est la seule éthique, l'éthique minimale, l'éthique de la liberté. Ensuite, au niveau moral, il n'y a pas d'éthique libérale, au sens où souhaite le dire Rushdie. Non, ça n'existe pas. Il n'y a que des décisions individuelles qui, mises bout à bout, forment bien sûr des tendances de fond, des coutumes. Encore une fois, on n'est pas en train de dire que chacun est totalement différent, fait tout ce qu'il veut, qu'on ne prend absolument pas en compte la société. Pas du tout. Personne ne dit ça chez nous. Absolument personne, vraiment. En tout cas, maintenant, aujourd'hui, tout de suite. N'allez pas me chercher un auteur du 18e qui est déjà un peu dépassé, ou
Arrêtez avec tout ça s'il vous plaît, mettez-vous à jour, suivez nos contenus, personne ne dit ça chez nous, d'accord? Premier élément, confusion manifeste entre le droit et la morale. Il n'y a absolument pas d'histoire de libéralisme en pratique avec une éthique un peu antilibérale quand même. Non, 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 non. Il n'y a que la liberté tout court, les droits de propriété, le droit de s'inclure, le droit de s'exclure et des coutumes qui se formeront au gré des préférences et des choix de chacun. Sur le fonctionnement de certaines sociétés religieuses, ou le protestantisme en l'occurrence, mais c'est simplement que les protestants avaient adopté des mœurs, une pratique favorable au libre marché, c'est tout. Ils étaient en phase avec les concepts qu'on déploie. C'est tout, monsieur Rochdy, c'est tout, ça s'arrête là. Quand on a une éthique tournée sur l'échange ou l'accumulation, voilà, et donc le commerce en fait, à la fin, oui, forcément, on va s'enrichir, c'est tout, mais ça aurait pu être d'autres personnes aussi, quoi. C'est juste un habitus, c'est juste une vision du monde qui a été déployée, qui a été démocratisée, on va dire, voilà, même si le mot est pas terrible, ok. C'est tout, d'accord. Et sur le fait qu'on ne peut pas être libéral et religieux, je crois qu'il y a un truc comme ça. Eh ben écoutez, je vous invite à discuter avec nos amis libertariens catholiques et en plus tradis, d'accord. Vraiment, vous allez voir. Et en fait, le libéralisme ne peut se développer que dans des sociétés de confiance, des sociétés de grande confiance, Oui. grâce aux liens religieux et grâce aux liens communautaires, c'est-à-dire des liens qui font en sorte que l'individu ne pense pas à sa gueule en premier, mais d'abord au groupe. Oui. Et donc en fait, c'est justement l'alliage entre un libéralisme pratique, c'est-à-dire économique, qui fonctionne tant qu'existe dans la société une éthique communautariste, religieuse, qui est en soi antilibérale ou alibérale, si tu préfères. Le côté religion, j'ai du mal à voir ça, parce que je pense qu'en fait, disons les choses clairement. Non mais Julien, disons les choses clairement. Dans un monde, même sans religion, mais un monde où la civilisation européenne serait, notre civilisation serait une valeur un peu en elle-même, qui serait reconnue par beaucoup de monde, on aurait une civilité un petit peu particulière, on serait entre nous, entre autochtones européens, français et autres. C'est vrai que la société de la confiance peut peut-être se passer du facteur religieux, ça pourrait se discuter, c'est un vrai point super intéressant, mais c'est vrai que c'est dans une société unique, quoi. Sur la question de la confiance, c'est aussi très simple. La confiance naît du droit de s'inclure et de s'exclure, d'entrer en contrat et de pouvoir sortir des contrats. Comment est-ce qu'on fait ça? Propriété privée. C'est tout. Si vous voulez des sociétés de confiance, faites de chacun un souverain. Permettez à chaque adulte de prendre des décisions, de choisir avec qui s'associer, de choisir avec qui se séparer et à tout instant. La confiance naît d'abord du droit de s'inclure et de s'exclure. Aujourd'hui, nous entrons effectivement dans une société de plus en plus basée sur la défiance sociale, parce que l'État impose l'immigration. Il ne nous laisse pas choisir avec qui nous associer, il ne nous laisse pas faire quand nous voulons discriminer et exclure. Propriété privée érodée par l'État égale société de défiance qui naît, bien sûr. Et on peut tout à fait estimer qu'en plus, la défiance est accélérée, accentuée par le critère ethnico, culturel et religieux, sans aucun doute. Ok, je n'ai aucun mal à l'admettre également, mais ça commence par la propriété privée. Par ailleurs, la confiance ne naît pas que du facteur religieux. On n'a pas juste confiance en l'autre et on n'est pas à l'aise à son encontre, à ses côtés, simplement parce qu'il partage une religion. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'individus pour qui on peut nouer des liens de confiance sans facteur de religiosité. Non, on se lie d'amitié et on crée de la confiance entre nous pour tout un tas de facteurs subjectifs et tout ça est complètement protéiforme, prend différents aspects. On ne peut pas réduire tout ça, le corps social, à une religion, évidemment. Ce qui reviendrait en fait à dire que les athées ou les agnostiques ne pourraient pas se faire confiance et échanger et être en harmonie sociale. Et ce n'est évidemment pas le cas. Voilà. Est-ce vraiment la peine de le préciser ? Donc voilà, sur tout ce qui va être religion, croyance, spiritualité même, parce qu'en fait, il faudra même l'étendre. Religion, c'est même un mot un petit peu trop... peut-être trop court, à la rigueur, parlons de toutes les croyances, de toutes les préférences, qu'importe, tout ce qui permet aux gens de se relier, on parle de religion religarée, voilà, tout ce qui consiste au fait de se relier,
dépend de la souveraineté de l'individu et de ses choix. Et donc moi je réclame la propriété privée pour ces deux messieurs et pour tous ceux qui pensent comme eux, pour qu'ils puissent se communautariser, pas de souci avec ça, aucun problème, et qu'ils participent à la grande mosaïque de territoire libre de demain. Évidemment, voudront-ils de cette mosaïque, de cette décentralisation, de cette partition, la fameuse partition, en voudront-ils? J'ai quelques doutes là-dessus. Quelque chose me dit qu'ils préféreront prendre le pouvoir, nous contrôler tous et appliquer leur propre agenda. Voilà, soif de contrôle extrêmement important chez tous les étatistes. Là, c'est même pas à droite. Ils ont tous une volonté de contrôle pour différentes raisons. On pourra en reparler plus tard si vous le désirez d'ailleurs. Il n'y a pas les mêmes motivations. Il y a évidemment une soif d'égalité, voire d'égalitarisme, évidemment. L'égalité mise en action à gauche, et il y a une soif d'ordre, mais d'ordre par l'autorité, par la verticalité et par, entre autres choses, le facteur religieux là qui ressort à droite. Bon, il y a beaucoup plus ce truc-là de verticalité et d'autorité un peu verticale directement. Je pense que le libéralisme a besoin de religion, a besoin de ce que j'appelle dans mon bouquin le surmoi du capitalisme, a besoin d'œuvrer dans des valeurs pour des valeurs communes, ou en tout cas, ça c'est naïf ce que je viens de dire, qu'il y ait des valeurs communes et organiques très fortes à côté du libéralisme pour que les deux se répondent et se servent, et si l'un tue l'autre, c'est la mort de l'autre aussi. Propriété privée, Julien. Exigez-la, tout simplement. Vos valeurs naîtront des échanges que vous avez avec des gens qui vous ressemblent et qui vous ont choisi et que vous avez aussi choisi. C'est mutuel. Le consentement, par définition, on se choisit mutuellement. On n'entre pas en échange par la coercition, ça serait même une contradiction en soi. Toutes vos valeurs, tout votre surmoi, toute votre religion, tout ce que vous voulez, naît de l'échange, civilisé, volontaire. Donc ça n'est pas que le libéralisme a besoin d'un surmoi, c'est qu'il l'embarque déjà. Il a déjà tout ce qu'il faut en lui. Pourquoi ? Parce que le libéralisme intégral, parce que là vous parlez avec Nicolas du libéralisme classique ou historique, il faut vraiment revenir au libertarianisme parce qu'il faut parler avec les connaissances du présent, actuel. Et les connaissances actuelles sont libertariennes. D'accord ? Donc, le libéralisme intégral, le libertarianisme, est une philosophie du droit naturel qui vous permet donc d'agir comme bon vous semble au sein du corps social tant que vous n'agressez personne. C'est là qu'on voit qu'en fait, le monde libre est un monde de frontières privées qui permet encore une fois, je le répète, d'inclure et d'exclure qui bon nous semble de notre propriété privée et de faire ses choix en toute légitimité. Enfin bref, tout ce qui est vos valeurs, votre religion, votre surmoi, n'importe quoi, tout ça naîtra de vos échanges du quotidien. Il n'y a pas besoin de faire une sorte de patchwork, d'ajouter un truc comme ça qu'on pose par-dessus. Non, le droit embarque déjà les valeurs. Parce que le droit nous permet d'agir. Ça, faut bien le comprendre. Il y a déjà tout ce qu'il faut. Il y a déjà tout ce qu'il faut dedans. En conceptualisant une philosophie du droit naturel, on laisse l'individu agir dans le champ de sa propriété. La liberté, c'est faire ce que je souhaite de mes propriétés. On le laisse agir, on le laisse aussi échanger dans le corps social, donc par définition être dans la coopération, dans le renoncement à la violence. C'est de là que naissent toutes les coutumes, toutes les mœurs, toute la culture. La culture, à la fin, c'est quoi ? C'est de la transmission. Pour ça d'ailleurs que les traditions ou les coutumes qui meurent, c'est toujours évidemment des coutumes et des traditions au sein desquelles il a manqué de transmission. D'accord ? Les hommes n'ont pas transmis, avec un grand H, d'accord ? Ils n'ont pas transmis. Ok ? Par exemple, aujourd'hui, on ne prie plus Zeus, puisqu'on parlait de religion. La tradition est morte. D'accord ? C'est aussi pour ça d'ailleurs que tout ce qui va être un peu les néo-païens et les nouveaux mouvements, alors que c'est très très marginal, mais ça existe notamment en Europe, c'est amusant, après là c'est vraiment un avis subjectif, c'est amusant à regarder, moi ça me pose aucun problème, mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit côté pastiche, un petit côté ridicule, un petit côté dépassé. Oui, parce que c'est une tradition morte, ça n'a plus vraiment de sens dans le contexte actuel, c'est un peu un déguisement, quoi. On dirait des gens déguisés, qui font semblant,
tradition morte. C'est pour ça que je vous dis de réclamer la propriété privée, de prendre votre envol, d'obtenir sécession, de faire sécession et de vous organiser avec les gens qui vous ressemblent et surtout de virer, et d'écarter, de mettre au loin, de tenir loin de vous les éléments étrangers à votre société. C'est pour ça que je vous le dis, pour préserver vos valeurs. Quand le comprendrez-vous ? Je suis d'accord avec toi, d'ailleurs c'est pour ça que je ne me dis pas purement libéral à titre personnel, même si je me dis libéral philosophiquement parce qu'on est dans une société libérale et que les sociétés organiques pures c'est celle de la mafia, c'est celle des sociétés de caste, et évidemment qu'on ne veut pas revenir à ce moment-là concrètement, en tout cas c'est ma vision des choses. Allez, une nouvelle réponse à Nicolas Faure. Non Nicolas, enfin, les sociétés organiques pures, si on parle de liens naturels, de liens spontanés, si c'est ça, c'est pas du tout le cas, au contraire, c'est la profonde civilité, c'est la prospérité. Le libertarianisme repose sur tout ça, des échanges volontaires, de la coopération sociale, de la division du travail, du commerce, en permanence, le fameux doux commerce. Où est la mafia là-dedans, Nicolas ? Où est-elle ? Elle n'existe pas, tu te l'inventes tout seul. En fait, là, tu es en train d'imaginer des sociétés, justement, mafieuses, qui sont soumises à des gangs rivaux, souvent, pour le contrôle de territoire et de certains marchés, d'accord ? Et là, ces gens-là passent par la violence. Où est le cadre libertarien là-dedans ? Où est-il ? On parle là de sociétés, souvent assez précarisées, tiers-mondisées, avec des cultures en plus plutôt tournées historiquement vers cette violence-là. Quoi qu'il en soit, tu ne parles pas du tout là de libéralisme, encore moins de libertarianisme, encore moins. Tu parles de sociétés au contraire souvent capturées par leurs États, où il n'y a pas du tout de régalien décentralisé, où il n'y a pas du tout de libre marché, où les gens sont soumis à des gangs, à des mafias, et en fait où on se retrouve avec des gens vraiment, pour le coup, relativement isolés, relativement désœuvrés et soumis à la violence de gens qui n'ont absolument que faire des principes de la liberté. On rappelle que la liberté, certes, c'est une découverte par des axiomes, c'est vrai, mais c'est aussi une convention sociale, on s'accorde sa liberté, et c'est tout à fait vrai qu'à ce titre, un certain nombre d'individus tribaux et ayant des objectifs belliqueux, et qui passent donc par des moyens qui supposent la violence, c'est vrai qu'il y a des individus qui ne vous accorderont pas votre liberté, qui vous soumettront par la force de leurs moyens politiques quand on parle des hommes de l'État, et des moyens violents, comme des armes et comme des pressions sociales, quand on parle de gangs, de mafias ou de petits groupes plus isolés. C'est vrai, absolument, c'est pour ça qu'il faut une police privée, de la justice de réparation, et de la confiance sociale, effectivement, qui naît de quoi ? De la possibilité de s'inclure et de s'exclure, et bien sûr aussi, je le répète, si je ne l'ai pas déjà dit, de se discriminer, les éléments un peu perturbateurs, on va dire, dans le corps social, les gens un peu bizarres, un peu dangereux, un peu particuliers, subiront naturellement l'ostracisme, le boycott et les on-dit de la part du reste de la société. C'est une conséquence sociale, évidemment, de la pleine liberté, car la liberté suppose la responsabilité. D'ailleurs, pour conclure juste, j'ai fait un débat avec un libertarien sur ma chaîne, un débat qui est absolument lunaire. J'avais titré pour rigoler « Les libertariens sont-ils des autistes ?» Et j'ai pas été déçu du voyage parce que c'était un truc complètement dingue. Et donc c'est pour ça que je serais moi-même incapable d'être pur libéral, parce que je ne conçois pas la réalité de ce truc-là. C'est un rêve ou un cauchemar, je sais pas. Beaucoup moins un cauchemar que le communisme, attention, mais c'est un peu délirant quand même, faut pas déconner. En effet, tu as reçu Stéphane Gers, qu'on embrasse, qu'on salue, qui tient les éditions de John Galt, éditions qui partagent les idées de la liberté. Là, ce qui est amusant, c'est que tu considères, ça fait maintenant quelques mois que tu l'as reçu, je crois 2 ou 3 mois, j'avais vu le débat aussi d'ailleurs, c'était intéressant, et là tu considères donc que forcément, de ton point de vue de relatif libéral et surtout d'identitaire, donc forcément aussi d'étatiste, à un endroit par rapport à nous, là donc forcément tu considères que le débat était lunaire. Bon, alors évidemment, je vais pas te répondre que c'est toi qui es lunaire, ça serait un petit peu se renvoyer la balle bêtement, non. Il faut être plus fin que ça. En réalité, qu'il s'agisse de toi ou de Julien, vous n'avez pas compris ni admis les principes de la liberté, vous créez des antagonismes qui n'existent pas. Tout simplement, depuis le départ, vous créez des frictions, des dérives, des limites
qui ont été complètement dépassés. On a une excellente compréhension maintenant des mécanismes sociaux et on peut plus du tout se permettre d'en rester à un libéralisme sauce 18-19e. C'est terminé. C'est vraiment terminé. Vous ne l'avez ni compris ni admis. Ce qui est très intéressant là dans ton propos, ça t'a un peu échappé. Tu l'as sorti comme ça spontanément et c'est très intéressant en fait. Tu as prononcé un mot très juste. Je ne le conçois pas. Oui, Nicolas, effectivement, tu ne le conçois pas. C'est très vrai en fait. Tu n'imagines même pas ce qu'on dit. Et c'est pas grave, hein. Je veux dire, chacun progresse. J'ai été aussi moi-même. Alors moi, j'ai jamais été de droite ni de gauche, hein. J'étais assez neutre et assez apolitique naturellement et un peu confus, je dois avouer. Hein. Jusqu'à 25-26 ans, très confus, parfois à gauche, parfois à droite, mais j'aurais eu des opinions, quoi. J'aurais eu des opinions. Aujourd'hui, je suis bien structuré et donc je sais te répondre point par point. Et sur ça, sur la conceptualisation, hein, je ne le conçois pas. Effectivement, la plupart des gens qui nous répondent, qui s'opposent à nous un peu frontalement et sans vraiment se relier aux propos de fond et sans jamais surtout avoir lu les auteurs qu'on leur recommande, évidemment, personne effectivement ne conçoit. On n'imagine même pas. Pourquoi ? Déjà parce qu'on n'a jamais appris à penser comme ça, hein, faut être très clair, hein, l'éducation nationale et puis toute la propagande étatiste moderne fait qu'on n'a quand même pas beaucoup l'habitude de penser comme ça, et puis surtout, ça fait peur quoi, hein. Et ouais, c'est pas facile hein, de lâcher ses narratifs collectivistes, son tribalisme, sortir de son racialisme blanc en l'occurrence te concernant, ce qui n'empêche pourtant pas de le retrouver plus tard, une fois la propriété privée pleinement établie, hein. Ça, je sais pas si tu l'auras compris. Enfin, en tout cas, si tu écoutes un jour cet audio, une fois que la propriété privée est pleinement établie, il n'y a aucun souci à former et reformer des sociétés ethniquement homogènes, hein. Ça sera une question de décision des propriétaires, de libre choix, de coutumes, de préférences, de traditions locales. Mais encore faut-il accepter la partition. Encore faut-il accepter la décentralisation. Quelque chose me dit, hein, j'ai dû le dire un petit peu avant dans le podcast, mais je le redis, hein, quelque chose me dit que votre soif d'autorité, de contrôle, hein, votre besoin de masculin, hein, il y a un besoin de père, hein, il y a un besoin d'une colonne vertébrale extrêmement forte, il y a un besoin d'autorité très verticale, symboliquement, il y a un besoin qui est tellement fort chez vous à droite que vous ne voudrez pas laisser faire. Même si nous, hein, on voulait prendre notre liberté de vous, hein, donc admettons que demain il y a un gouvernement identitaire, relativement libéral, mais bon, hein, qui pour autant taxerait quand même, voilà, il y aurait quand même du protectionnisme, hein, je pense, hein, le fameux patriotisme économique, hein, bien sûr, ce qui n'a absolument aucun sens. Bref, si vous étiez aux affaires, il y aurait quand même des éléments d'interventionnisme et de coercition, puisqu'il y aurait un État, donc c'est aussi simple que ça, et vous ne laisserez pas faire, bien sûr. Quelque chose me dit que vous ne songerez même pas à inscrire le droit de sécession dans la Constitution, hein, ce qui consisterait à toucher à l'organisation fondamentale du territoire français. Donc si on veut être un peu précis là-dedans, en fait, il faudrait... Alors, est-ce vraiment réalisable ? Non, parce qu'en principe, si j'ai bien compris, hein, la République est censée être indivisible, donc ce qui est inscrit dans le premier article, dans l'article premier de la Constitution. Donc, a priori, l'indivisibilité et la sécession, je suis pas sûr que ça fasse bon ménage, mais admettons même que vous sortiez, pourquoi pas, de la 5ème République, tiens, admettons, et qu'on passe à autre chose. Mais je pense même pas que vous y penseriez, quoi. Je pense même pas que vous y penseriez. D'accord ? En plus, si Javier Milei en Argentine n'y pense pas, et semble même plutôt véhément face à l'idée, hein, de ce que j'en comprends aussi, c'est pas des identitaires qui vont y penser. Donc en fait, vous ne voulez pas de la liberté, hein. Vous avez peur, vous voulez tout contrôler, parce que vous êtes des collectivistes mentaux, les mecs. Hein. Bah ouais, hein, vous pensez encore tout par le haut, approche top-down, on pense tout par le haut, on pense en abstraction, on cherche à contrôler son voisin, et pour le faire adhérer à un agenda, un corpus d'idées. Pour moi, si vous avez vraiment confiance en vous, messieurs, dames d'ailleurs, hein, parce que on parle aussi à ces dames identitaires, donc messieurs, dames, si vous avez vraiment confiance en vous, en votre modèle, mais laissez faire, acceptez la mosaïque, réclamez-la, mettons en concurrence nos modèles sociaux, nos modèles économiques. La proposition libertarienne in fine consiste à proposer une partition, donc une mise en concurrence des juridictions. Chiche. Voilà, on va s'arrêter sur ce chiche, d'accord ? On va s'arrêter sur ça, tout simplement. La vidéo a assez duré, plus d'1 heure de contenu. Mais je pense que c'était quand même intéressant pour vous, en tout cas j'espère, et vous me le ferez savoir en commentaire. Je voulais répondre parce que Julien Rochdy a quand même on va dire,
du public, de l'aura à droite quelque part. Il est écouté, il est lu, il a son succès, faut être très clair. Beaucoup plus que moi par exemple, ça c'est évident. Et d'ailleurs les choses se retourneront le jour où il y aura une demande plus massive de liberté. Et pour ça il faut faire naître un désir de liberté. D'accord, on passe sur une phase de stratégie, de transmission et de séduction. Mais c'est encore autre chose. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Pouce vers le haut pour m'aider à percer un petit peu dans les algorithmes. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.